Pourquoi et comment investir dans l'immobilier à Phnom Penh, investir dans un condo? On va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui. J'ai commencé à visiter des biens immobiliers à Phnom Penh. Vous connaissez ma passion pour l'immobilier. Je suis moi-même investisseur locatif à Paris et aussi en Thaïlande à Pattaya. Et récemment, je me suis intéressé au Cambodge. D'abord, j'avais été à Siem Reap, j'avais bien aimé. Et donc là, j'ai passé quelques semaines à Phnom Penh, donc j'ai pu explorer la ville. Donc on va voir comment acheter un bien immobilier au Cambodge et voir si c'est intéressant. On va se focaliser sur Phnom Penh. Donc Phnom Penh qui est la capitale du Cambodge. Alors, il y a des zones d'expat à Phnom Penh. Donc, alors je vous en donne quelques-unes par ordre de priorité. Donc c'est prioritairement là où il faut investir parce que c'est là où vous allez avoir des expats. Les expats ont envie de vivre dans certains quartiers et pas dans d'autres. Et c'est aussi là où on va trouver des condos. Alors le système des condos, c'est un système similaire à la Thaïlande. Et donc, on va avoir du freehold, c'est-à-dire de la pleine propriété. Comme en Thaïlande, un étranger peut être pleinement propriétaire d'un condo. Il ne peut pas être pleinement propriétaire d'une villa, mais pour un condo, oui. Donc ça s'appelle un freehold. Et au Cambodge, ça s'appelle le strata title. Donc c'est un titre de propriété intégrale, full ownership, donc possédé à 100%. Alors il y a quelques conditions. Il doit être situé à partir du premier étage en copropriété et le quota étranger est de 70%. Voilà. Donc, il faut juste être dans le quota d'étranger. Mais si vous achetez un bien dans un condo qui appartient déjà à un étranger, il n'y a pas de problème. Voilà. À côté de ça, vous avez des leasehold, c'est-à-dire des baux de longue durée, donc de 50 à 99 ans. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas que je compte vivre plus de 99 ans. C'est pas pour ça. C'est parce que on peut pas bien revendre un leasehold alors qu'on peut bien revendre un condo en pleine propriété, donc un freehold. Donc c'est quand même bien parce que voilà, c'est une force du Cambodge comme on a une force en Thaïlande d'avoir le droit d'être pleinement propriétaire des condos. Il faut le rappeler. Et tout ce que vous voyez sur les villas est vrai, mais ça concerne les villas. D'ailleurs, on ne peut pas être propriétaire d'appartements. Il y a aussi au Cambodge pleinement propriétaire quand on est étranger. Mais on peut être plein propriétaire des condos. Il faut sélectionner condo. C'est pas pareil, condo et appartement. Voilà, donc condo ou condominium. Alors les quartiers. Donc numéro 1, c'est BKK1, donc quartier très prisé, central, forte concentration de condominiums modernes et pas mal de constructions actuellement aussi. Alors au moment où je fais cette vidéo, le Cambodge n'est pas, le tourisme au Cambodge est un petit peu en berne. Voilà, pour pas mal de raisons. Dites-moi si vous voulez que je fasse un épisode sur l'économie du Cambodge et où est-ce qu'on en est au niveau du tourisme et qu'est-ce qui est en train de se passer avec les conflits, etc. Bref. Donc je ferai ça. Mettez en commentaire. Ensuite, on a le quartier de Bassac, donc Tong Bassac, qui est aussi très prisé. Donc ça c'est numéro 2. Et ensuite, on a Russian Market, alors ça s'appelle comme ça, aussi appelé Tultompong, donc il y a un quartier très prisé. Et ensuite, on a des zones en développement, dont une zone que j'apprécie particulièrement, mais une partie de cette zone qui est en développement, une autre partie qui est très vide, c'est Kopik. Kopik, qui pour moi aussi appelé Diamond Island, l'île Diamant, qui est en fait très proche du centre. Hein. Donc c'est vraiment
Vous êtes dans le sang, quoi. Regardez la carte de Phnom Penh. J'aime beaucoup Koh Pik. Voilà. Mais bon, s'il faut investir, ce serait plutôt BKK1 ou Bassac, je pense. Voilà, c'est ce qui ressort en fait. À part tous les condos que j'ai visités, c'était là-bas. Alors, pour acheter, maintenant. Alors là, attention. Parce que je pensais, naïvement, que déjà, que je pourrais payer le logement en faisant un virement de l'étranger vers mon compte cambodgien. Je n'ai pas encore de compte cambodgien, mais je sais que je peux en ouvrir un, même en tant que touriste, puisque je suis rentré dans des banques et j'étais sur le point de le faire. Je l'ai pas encore fait parce que je sais pas si je m'installe plutôt à Siem Reap ou si je m'installe à Phnom Penh ou si je m'installe pas du tout nulle part. Je me suis dit j'hésite en fait à prendre telle agence ou telle agence, donc bon, j'ai pas encore ouvert. Mais je sais que je peux ouvrir en tant que touriste. Le problème, c'est que en fait, on ne peut pas faire un virement au vendeur depuis son compte bancaire de touriste. Parce que j'ai appris ça, en fait, il y a différents types de comptes bancaires. En fait, c'est tous des comptes bancaires, mais ils ont des niveaux de blocage, en fait. Et un touriste, donc un visa T, donc c'est classé comme non résident, et le compte bancaire va être classé comme non résident. Et il y a des contraintes. Et l'une des contraintes, il y a des plafonds, il y a des normes anti-blanchiment, KYC et compagnie, mais on ne peut pas, donc, l'utiliser pour acheter un bien immobilier. Alors j'ai été très surpris quand l'agence m'a dit ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vérifié, et elle a raison. Effectivement. Vous pouvez vérifier vous-même. Donc, il faut convertir ce compte bancaire en compte résident. Et pour ça, il faut un statut de résident valide, donc visa E. Alors normalement, il faut même, pour ça, dans certains cas, un permis de travail ou un contrat de bail longue durée. Alors le problème, c'est la fiscalité au Cambodge. Et j'ai aucune envie d'être considéré comme résident au Cambodge pour des raisons fiscales. Je ferai sûrement un épisode, j'en avais déjà fait un sur Objectif Renta sur la fiscalité au Cambodge. J'en referai peut-être même plusieurs, étant donné la complexité du sujet et les avis différents que les gens peuvent avoir sur cette fiscalité au Cambodge. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr que j'ai pas envie de rester plus de 6 mois au Cambodge. Donc voilà, donc compte bancaire. Donc sinon, en fait, la technique préconisée par l'agence, que je n'aime pas du tout, l'agence je l'aime beaucoup, mais cette technique je l'aime pas, c'est de faire un virement, c'est ça qu'ils te proposent en premier, hein. Et là je te parle de grosses agences mondiales, qui sont installées à Phnom Penh. C'est de faire un virement depuis ton compte étranger, donc on imagine un compte en France, vers le compte bancaire du vendeur, à l'étranger. Donc un virement de étranger à étranger. Donc vous imaginez, par exemple, un vendeur chinois, et donc faites un virement de votre compte français vers un compte chinois. Je sais pas vous, mais moi ça me fait peur. Parce que au pays du scam, faire un virement comme ça, non. En tout cas, pour moi, c'est carrément impossible. Donc, j'ai cherché d'autres techniques, et effectivement, il y en a d'autres qui sont démocratisées, mais on vous les présente pas en premier. Mais elles existent, et c'est le compte séquestre. Donc, l'escrow account. Donc, c'est la méthode la plus sécurisée. Okay. Donc, un compte séquestre géré par une banque tiers agréée. Donc, prenez une banque locale, donc par exemple ABA Bank, Canadia Bank ou PPC Bank. Donc, vous signez un contrat de vente, Sales and Purchase Agreement, le SPA, avec le vendeur. Okay. La banque ouvre un compte de séquestre dédié au projet. Vous effectuez le virement directement depuis votre banque à l'étranger vers ce compte bloqué dans une banque donc locale cambodgienne. La banque ne débloque les fonds au vendeur que lorsque la mutation du titre de propriété, qui s'appelle le Strata Title, à votre nom est officiellement enregistrée au
cadastre. Voilà, donc ça évite tout risque de fraude et ça supprime aussi la nécessité d'avoir un compte courant local débloqué, donc à gros plafond. Voilà, donc ça c'est bien. Notons aussi que ce système existe aussi en Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, en Thaïlande, c'est compliqué d'avoir un compte bancaire. Et donc, si vous voulez acheter de l'immobilier, faut passer par un compte séquestre. Voilà. En tout cas, de toute façon, en Thaïlande, on ne peut pas faire de virement. Tout passe par la Thaïlande. Il n'y a pas ce système de virement de l'étranger vers un compte à l'étranger. Ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il faut que la transaction soit faite il faut que ça passe par la Thaïlande. Voilà. Donc, le virement SWIFT de l'étranger, pour moi, c'est impossible. Et sinon, la troisième technique, c'est de passer le compte bancaire en statut résident. Voilà, donc il faut passer du visa touriste en visa ordinaire E. Je pense que la prochaine fois que je rentre au Cambodge, je ferai un visa de type E. Ok, c'est avec ce visa que vous pouvez faire des extensions et rester 6 mois, 12 mois, etc. Et donc la convertir donc en compte bancaire de résident. Ce qui permettra de débloquer les plafonds. Voilà, donc ça c'est pour le côté pratique. Alors maintenant, le processus d'achat, comment ça fonctionne, et ensuite les tarifs. Ok. Donc, vous avez visité un bien, vous faites une offre. Ok. Donc moi je vais pas acheter de trucs en construction, hein. Je vais acheter des trucs déjà construits. Enfin, si j'achète quelque chose. Donc il faut verser un acompte réservation. Donc cet acompte est à la signature du contrat préliminaire et versement d'un acompte. Donc, cet acompte est important. C'est 50%. Mais c'est pas légalement 50%. C'est négociable. Donc, c'est entre 30 et 50%. Mais c'est la moitié quand même du bien qui est versé. Ensuite, on a le transfert du titre. Vous entendrez hard title ou strata title. Ok. Hard, c'est le titre dur, donc le vrai titre. Traitement du changement de nom auprès du cadastre, le registre public. D'accord. Donc là, ça va être comme en Thaïlande aussi. Et paiement du solde, donc ce qui reste à payer. Si vous avez payé 50%, il reste les 50% restants, mais une fois que le transfert est officiellement validé. Voilà. Et ensuite, remise des clés, prise de possession du logement. Et c'est fini. Donc c'est rapide. Alors, il vaut mieux prendre un avocat. Voilà. J'en ai discuté. Alors, les agences, elles essayent toujours de te refourguer leurs avocats, ou de dire il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. En Thaïlande aussi, ils essayent comme ça. Donc, avocat. Prenez pas la tête. Les gars, vous n'êtes pas dans votre pays. Le strata title, il est écrit en khmer. Donc, ne serait-ce que écrire votre nom en khmer, ça vaut déjà le prix d'un avocat qui regarde que c'est pas faux. Moi, en Thaïlande, ils s'étaient plantés. 2 fois. J'ai acheté 2 appartements. Ils avaient fait 2 fois des erreurs. Voilà, alors les prix, les tarifs. Alors, on a déjà la taxe de transfert. Ok. Donc taxe de transfert, en Thaïlande c'était 1 à 2% si ma mémoire est bonne. Là c'est plus élevé, c'est 4%. Ok. Mais c'est calculé sur la valeur cadastrale du bien lors du transfert du titre. Et la valeur cadastrale n'est pas forcément la valeur à laquelle vous avez acheté. Ensuite les frais d'avocat. Donc c'est entre 1000 et 2000 dollars. Okay. Donc si vous achetez un bien à 100 000 dollars, il y a pas mal de biens, hein, enfin de condos qui sont à moins de 100 000 dollars. Donc c'est quand même un petit budget. Hein. 2000 dollars, ça fait 2%. Donc il va vérifier en fait les titres, due diligence et la rédaction des contrats. Donc c'est important qu'il vérifie par exemple que le bien appartient vraiment au propriétaire, que c'est pas un faux. Ensuite, les frais administratifs.
Donc ça, c'est les frais auprès des autorités locales. Donc c'est l'équivalent, frais d'enregistrement, ça va être l'équivalent, euh, ouais, l'équivalent d'un frais de notaire, 4 à 5 000 dollars. Okay, c'est des montants fixes, c'est pas des pourcentages. Le pourcentage, c'est la taxe de transfert, qui est de 4%. Voilà. Alors le rendement brut sur Phnom Penh est entre 5 et 6%. Voilà. Vous allez me dire, Marc, pourquoi se prendre la tête avec de l'immobilier alors que les obligations américaines te délivrent du 5,5%. Et vous n'aurez pas tort. La seule réponse possible à ce genre de remarques, c'est pour la diversification. Alors les loyers sont entre sur les condos qui sont à 100 000 dollars, les loyers sont estimés entre 500 et 600 dollars par mois, avec les localisations dont j'ai parlé, donc des logements qui font à peu près 50 mètres carrés. Voilà. Privilégier soit les studios, soit les one bedroom, donc les 2 pièces, donc une chambre, qui sont c'est ça qui est recherché par les expats. Alors les expats, hein, c'est pas vous attendez pas non plus à des expats français, européens. Il y a beaucoup d'expats chinois par exemple. Alors la fiscalité locative, les taxes sur les revenus locatifs, l'agence me dit 0, mais en faisant mes recherches, l'impôt sur les revenus fonciers, c'est 10% pour les résidents et 14% pour les non-résidents. Voilà. Je pense qu'ils m'ont dit 0 parce que ils ont l'habitude de ne pas déclarer. En Thaïlande aussi, quand vous demandez à une agence, elle va vous dire non mais c'est pas la peine. La vérité, c'est que oui, c'est la peine si vous voulez faire les choses correctement et si vous voulez pas avoir peur et puis dormir la nuit, quoi. Donc moi, je déclare mes revenus. Surtout, ça peut être intéressant de les déclarer parce que des fois, il y a des seuils et en dessous d'un seuil, des fois, on paye rien. Par exemple, moi en Thaïlande, je paye pas grand-chose parce que un appartement, vous payez pas grand-chose. À partir de 2 ou 3, vous commencez à payer un petit peu. Ensuite, vous avez les management fees, puisque dans les condos, vous avez des piscines, vous avez plein de services, plein de utilities. Donc, c'est pas énorme. On est sur 1,20 dollars par mètre carré. Mais ça va dépendre des condos. Donc là, moi, c'était un condo qui était super, qui venait d'être construit à BKK1. Donc ça fait 50 dollars par mois pour un 40 mètres carrés, à peu près. Donc budget annuel pour les management fees, on est sur 700 dollars par an. Ça veut dire un petit peu plus qu'un loyer. Voilà. Alors donc les baux. Donc quand vous avez un locataire, donc bon, c'est l'agence qui peut gérer. Il y a des grandes agences qui sont dispo à Phnom Penh, comme Century 21 par exemple. Il y a beaucoup d'agences qui ont fermé, qui ont fait faillite, notamment à Copic. Je me suis baladé, ils n'ont pas réussi à vendre. J'ai fait des vidéos sur des immeubles haussmanniens qui, je pense, ne sont pas des condos aussi. Donc je sais pas si on peut vraiment les acheter. Il y a personne à l'intérieur et c'est un peu une ville morte, cette zone morte. Alors que franchement c'est super beau. Et un petit peu plus haut, il y a tu sens qu'il y a plein de développement et il y a plein d'entreprises qui sont installées sur Copic, etc. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour Copic. Donc voilà, la durée donc du contrat de location, c'est 6 mois ou 12 mois. Dépôt de garantie 1 mois. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a pas d'impayé. Voilà, à Phnom Penh. Au Cambodge, il n'y a pas d'impayé parce que la procédure d'impayé est radicale. Donc après 7 jours, donc ça c'est les agences qui me confirment ça, après 7 jours de non-paiement, ils coupent l'électricité et ils coupent l'eau. Voilà. L'agence a le pouvoir de le faire. Et là, c'est fini. Voilà. Donc en fait, ils appellent carrément l'électricité, l'équivalent de EDF, et l'agence dit voilà, il n'a pas payé le loyer, et simplement sur cette base-là, il coupe l'électricité. Ça c'est magnifique. Donc pas de retard de paiement, pas d'impayé, etc., etc.
Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez compléter, vous mettez en commentaire de l'épisode de podcast, vous retrouverez un lien donc en description. Vous pouvez venir aussi sur le groupe Telegram pour échanger sur ces sujets. Vous pouvez devenir membre pour voir tous les épisodes en avant-première et les contenus premium. Si vous avez des questions sur l'immobilier ou les investissements à Phnom Penh, vous pouvez m'envoyer parce que j'y suis actuellement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.